Alors, Eugène Lebaudet a été footballeur, Lyonceau, sélectionné dans Lyonceau. C'était en quelle année ça? 82. 82, donc tu as connu du Paul Fédé alors? Bien sûr. Tu as joué avec lui? Oui, lui, Tu as, Paul, tu as connu qui d'autre là? Il y avait qui en 81, 82 là? John Bonaventure. Bien sûr, on Il l'appelait était là. Johnny Rep. Johnny Rep. Salut Johnny. Et Moi, je vais lui envoyer l'émission, j'ai son numéro là. oui, Johnny Rep. Il y avait qui d'autre dans cette Et équipe? Johnny m'avait ridiculisé puisque j'étais gardien de but, vous voyez, faut aussi dire. Et Johnny était l'un de mes... pas tortionnaires parce que... parce que c'est un garçon bienveillant et qui avait un chaloupé incroyable et qui jouait à l'époque à l'Unisport de Baffan, je crois. En effet, à l'Unisport de Baffan, oui. Oui, oui, oui. Côté football, même si je suis né hier, je suis assez calé, oui, on peut aller. Et bien donc, il m'avait causé quelques tourments. C'était mon tourmenteur. Mais en équipe nationale, donc j'étais gardien de but. Et il sait aussi, Johnny Rep, que j'ai manqué un voyage. Est-ce qu'il faut vraiment que je dise ça? Oui, ici, dans le bœuf bouguin, on dit tout. Eh bien, qu'on ne le prenne pas comme une forme d'aigreur ou de... que je vide... le sac. Je vide le sac de sportif. Oui, dis-nous. Nous devions aller en Égypte et Johnny Rep le sait. Nous avions un coach yougoslave. C'était pas Radonic, oui, qui là? Oui, dans ce... Qui n'avait pas de cheveux, là, bien là. Oui, Johnny Rep, il le sait. Je vois. Donc on est à la veille du départ et le coach yougoslave donne la liste de ceux qui voyagent. Il me regarde, il me dit, toi, tu ne pars pas. Et il était en colère. John Keb était en colère. Non. Le coach était en colère. Le coach était en colère. Je suppose que Johnny Rep et les autres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions à Douala et les passeports étaient allés à Yaoundé se faire viser. Donc, les coachs, l'administratif est revenu sans mon passeport. Donc j'avais été sanctionné, non pas pour une insuffisance de résultats, puisque le coach était en colère. C'est parce qu'il y avait eu, il y a eu quelques pratiques parfois qui perdurent, et là, ce n'est pas normal que de telles pratiques aient lieu. C'est quoi ces pratiques-là? Nous mourons d'envie de savoir. C'était quoi la pratique? Eh bien, il fallait donner, comment on dit, le choco, c'est ça? Il fallait choco. Oui. Il fallait acheter sa place, quoi. Oui, oui. Et moi, bon, j'étais probablement naïf, mais aujourd'hui, si... Alors, la question, c'est si ça se reproduisait aujourd'hui, que je sais, est-ce que je donnerais ce qu'on appelle le choco? Est-ce que tu donnerais le choco, dis-nous? Non. Non. Et qu'est-ce que Johnny Rep et John Keb Bonaventure avait fait en constatant qu'on ne t'emmenait pas? Parce que tu me parlais de lui. Oui, mais non, parce que je me souviens qu'il était là, qu'il y avait lui Paul Fédé, qu'il y avait d'autres... Makanaki est venu plus tard. Cyril Makanaki? Oui, il est venu. Oh, Cyril! Il est venu plus tard. J'espère que madame veut mieux, Cyril. Et bon. Jacques Songo n'y était pas encore, vous voyez, il est venu de la génération derrière moi. Et Jacques, je le salue aussi, s'il regarde. On va lui envoyer ça, Jacques, il est en Espagne. Là. Il sait que nous étions à Douala et il m'a remplacé dans le Dragon de Douala comme gardien de but. Et il a été beaucoup plus, comment dirais-je, d'abord plus talentueux et ensuite plus persévérant. Je crois que j'ai eu des choses, des situations qui m'ont découragé. Et c'est pour ça qu'après cette mésaventure, j'en ai eu quelques-unes, mais je ne vais pas les déballer ici. Et donc, je suppose que Johnny Rep et tous les autres n'étaient pas contents. Mais ils s'en souviennent puisque Radonic n'est pas revenu au Cameroun. Si on regarde bien cette histoire, il n'est jamais revenu. Je crois qu'il les a laissés en Égypte et il est parti directement en Yougoslavie parce qu'il n'était pas content de la fourberie qui avait eu lieu au moment des passeports. Ah,
il n'était pas content que ton passeport ait été bloqué quelque part parce que tu n'as pas de choco. Ah, Cameroun, ça c'était en 1982. 82. Et bientôt 40 ans après, c'est toujours... Mais sauf qu'il n'a pas officiellement, je pense qu'il avait été dit que tu as refusé d'y aller. Non, non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Après, on peut construire toutes les hypothèses. Non, non, il n'y avait pas le passeport. Et je sais aussi que si le passeport n'était pas là, ce n'était pas par... Après, bon, ben, on vous explique que, mais enfin, bon, il fallait faire quelque chose. Et c'est des pratiques que j'ai toujours désapprouvées. Ben, ton grand frère, ou bien ton frère, vous avez presque le même âge, je crois, Joseph-Antoine Bell appréciera. Non, c'est le grand frère, on n'a pas le même âge. Oui, c'est vrai, il est né la génération avant toi. La génération de mon grand frère, justement. Hein? Et moi, avec Jojo, une seconde. Nous parlons des uns et des autres. Je veux lui tirer mon chapeau à Joseph-Antoine Bell. Dis-le, lui, il est là. Je vais lui envoyer ça. Je veux le saluer parce que quand je jouais au football, il était au lycée technique. Et un ami de mon frère. Et moi, j'allais au lycée technique et c'est ceux qui m'ont pris sous leur aile. Lui et Yérim Ateni qui jouait dans l'Union de Douala. Yérim, il est ici, il est en France, hein? Eh bien, vous lui enverrez aussi. Bah alors, grand frère Yérim, surtout, j'attends, tu m'as fait une promesse, tu n'as pas tenu. Là, c'est bien, oui. Hein? C'est bien. Je vais te trouver là-bas à Compiègne. Tu vas me taper si tu veux. Denis est très bon à l'école, mais aussi... vous voyez, c'était pour nous des intellectuels qui le sont restés, comme Joseph, quand il s'exprime. Et c'est dommage qu'on ne lui ait pas donné sa chance. C'est vraiment dommage que le pays ne donne pas à ses enfants, à tous ses enfants, et notamment à Joseph, la possibilité de montrer ses talents, qui n'étaient pas seulement sur le terrain. Et je sais aussi que quand il était à Marseille, il était capitaine de Marseille, il le sait, puisque je peux dire un certain nombre de choses. Il venait me voir à Sciences Po, il a même fait une très belle conférence à Sciences Po, parce que c'est son petit frère qui l'invitait, à l'amphithéâtre était bondé, à tel point que Joseph m'a beaucoup aidé, parce que je n'ai pas passé le grand oral de Sciences Po, hein, comme tous les autres élèves. Parce que Joseph était venu et il avait fait une conférence tellement impressionnante. Je crois, si je fouille dans ma mémoire, me souvenir du titre de la conférence, « Le football est un élément de cohésion nationale et de... il y avait un autre terme, mais qui n'était pas celui de cohésion, mais un terme équivalent, international. C'est-à-dire que ça pouvait fédérer les forces au plan national comme au plan international. Il avait fait une conférence de très haut niveau. Et comme j'avais été celui qui avait fait en sorte qu'il puisse... le facilitateur. Oui, j'avais été en quelque sorte le facilitateur, puisqu'il venait me voir quand j'étais à Sciences Po, dans ma chambre universitaire. Il prenait le temps de venir saluer son petit frère, et non seulement son petit frère, parce que Tonio, son petit frère, à Joseph... Parce qu'ils sont tous Antoine, hein? Oui. Ils sont tous Antoine. J'étais avec son grand frère le 13 février dernier. J'ai lui d'ailleurs envoyé la photo. Il s'appelle Dieudonné Antoine Bell. Vous voyez, je parle de... Son petit frère Stanislas qui est aux États-Unis, c'est aussi Antoine. Oui, Stanislas, c'était leur papa, donc ils ont tous Tonio dans leur nom. Oui, je parle de Tonio, son petit frère, qui était un ami et qui est décédé malheureusement. Et donc, Joe est venu, il a fait une conférence du Feu de Dieu. Et pour son intervention, le directeur de Sciences Po, qui était dans le jury, il a commencé la question qu'il m'a posée, qui était une question. Hier s'est déroulé un match de coupe de Ligue des Champions, comme on appelle maintenant. À l'époque, on appelait ça... Coupe des clubs champions. Coupe des clubs champions. Je crois que ça ne s'est jamais produit qu'on interroge un élève de Sciences Po par un match de foot et non par une question de géopolitique ou de sociologie politique, voire d'économie. Et c'était ça, et il m'a demandé le résultat du match et qui était le numéro 5.
d'une équipe, alors je ne me souviens plus du match, mais qui portait le numéro 5. Et comment appelle-t-on ce type de joueur? Naturellement, pour moi, c'était facile. Le libéro, monsieur le directeur, et le résultat était celui-ci. Et le joueur dont vous faites allusion s'appelait un tel. Ça n'est pas possible. C'était qui? Nous voulons savoir, c'est vieux pour moi. Jacques Bourdon était le directeur de Sciences Po. Non, je ne peux pas vous dire. Le joueur qui était non, je ne m'en souviens plus. Non, je me souviens des choses. Bon, le gardien était Joseph-Antoine Bell. Non, je ne jouais pas. Je vous dis qu'il a fait une conférence à Sciences Po qui a marqué les esprits. Oui. À tel point que quand j'ai dû passer mon grand oral, c'est sur le football qu'on m'a interrogé, c'est qu'il était une fleur. Et le directeur, il savait qu'à la fois il me faisait une fleur, mais que si je me loupais, ça aurait été une catastrophe pour moi. À la fois c'était une fleur, mais en même temps un piège. Parce que généralement, la veille d'un grand oral, on ne va pas regarder un match de football. Au contraire, tu revises politique, géopolitique, tout ça. Oui, on ne va pas regarder un match de football. Alors je voulais dire quelque chose à Joe, il doit s'en souvenir aussi. Quand il quittait Marseille, il est venu me voir. Il m'a dit, ah non, j'en peux plus avec ce président Bernard Tapie, qui occupe tout l'espace et qui a des agissements que je désapprouve. Il est comme ça, Joe. Il est à la fois critique et parfois on oublie le côté constructif. Et donc, s'il vous plaît qu'on lui donne des responsabilités, je ne sais pas à qui m'adresser, mais c'est un grand. Adresse aux gens qui organisent les réunions à Bastos la nuit, les veilles des élections à l'Africa Football. Arrêtez votre là à Bastos, on se connaît. Oui, franchement, c'est pas possible. Je peux te dire, oui. Alors, Joe vient me voir, c'est un grand frère, vous voyez, et il me faisait une confiance absolue, donc il me dit, voilà, je vais partir. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, je m'en vais parce que je n'entends pas avec le président. Bernard Tapie, à l'époque, oui. Oui. Et moi, je lui dis la chose suivante. Mais, grand frère, c'est toi le capitaine. Il était capitaine de l'Olympique de Marseille. Il me dit, oui, c'est moi le capitaine. Je lui dis, mais je regrette. Mais un capitaine ne part pas. Il quitte pas le bateau. Il quitte pas le bateau. Exactement. Mais après, c'est sa responsabilité, mais je me souviens bien de ce que je lui ai dit. Vous voyez, quand je m'en souviens, je vous le dis. Et après, les choses s'étaient sûrement déjà nouées, à tel point que probablement, il ne pouvait pas revenir sur sa décision. Mais voilà quelle a été notre conversation. Bon, grand frère Jojo, t'as vu, hein? Je ne te lâche plus, hein? Sans même le vouloir. C'est tout de suite toi. Oui, mais je sais aussi qu'avec avec tout ce qu'il a vécu dans le monde du football, sa solidité mentale. Et quand je parle de solidité mentale, peut-être que ça ne vous dit rien, parce que vous étiez jeune. Et toi aussi. Mais j'ai quand même joué un peu, hein? Sauf que Joe, ce footballeur et cet intellectuel de très haut niveau, on ne s'aperçoit jamais qu'il y avait quelqu'un devant lui et qui est un monument. Parce que quand vous avez Thomas Nkono, moi j'essayais de jouer d'ailleurs, alors que mon grand frère c'est Joseph-Antoine Bell, mais je dois dire que c'était Tommy qui était mon modèle. Vous voyez? Il le savait parce que j'imitais un peu sa gestuelle, sa posture, le grand flegme attendant, et puis... mais Joe, c'est l'élastique, c'est quelqu'un qui est sur des ressorts. C'est le grand spectacle, quoi. Non, Thomas, en matière de spectacle, Joe, c'est le géomètre. D'accord. Il sait où il faut se placer. Joe plongeait très peu, mais Tommy, oui, il avait toujours des détentes. Joe se plaçait, il savait lire, il lisait l'action bien avant les autres et il se plaçait là où il fallait. Dans les airs, vous ne le battez jamais, il intervenait. Sauf quand Sam Oukoura dit se fâcher. Et grand frère, il ne faut pas fâcher, hein?
Donc Tommy, il fallait résister mentalement pour se dire que j'ai ma partie à jouer, et il a remporté, Joseph-Antoine Bell, les coupes d'Afrique avec l'équipe du Cameroun. Et je pense que pour tout ce qu'il a accompli et ce qu'il souhaite encore accomplir, il faut lui donner les possibilités d'exprimer son talent. Bon, il est grand. Les 3 gardiens que tu aimais ont tous remporté les Coupes d'Afrique, Jojo, Tommy et Jacques Songo d'ailleurs. Jacques, il était derrière moi, Jacques. Et je loue aussi... Il t'a remplacé au Dragon. Oui, je loue aussi sa force mentale. D'avoir 2 monuments comme ça devant soi et de te dire, je peux te dire qu'en 1988, le match d'ouverture Cameroun-Égypte, Jojo ne peut pas être là parce qu'il a retenu un club, et c'est Jacques qui débute ce match où André Canabili est capitaine parce que Mbou est suspendu. Bon, nous, au Canon, il y a des supporters du Canon, on avait toujours peur lors des grands matchs. Parfois, on faisait jouer à Wana, au lieu de faire jouer Jacques Songo, on se disait, l'Égypte, notre bête noire, et c'est Jacques Songo qui est au but. Comment il va faire? Ce jour-là, Jacques Songo m'a fait le meilleur match de sa vie, à mon avis. Et c'est ce jour-là que je vois Roger Mila marquer un but de la tête. Je crois pas qu'il en a marqué beaucoup comme ça de la tête. Eh oui. Coup franc de Emmanuel Koundé, tête de Roger Mila. Voilà. Oui, là on convoque ceux qui ont porté les couleurs nationales à un niveau où nous devons dire il y a des pays qui font des panthéons. Une suggestion à tous ceux qui nous écoutent et qui ont le pouvoir. Il y a des éléments très simples auxquels la reconnaissance nationale pourrait se déployer. Je ne parle pas seulement des footballeurs. Nous avons déjà parlé des musiciens. Je pourrais te dire que la reconnaissance nationale et internationale devrait être donnée. Pour moi. Non, je plaide pas pour moi. Ah, je plaide pour toi. Moi, je pense que tu es au même niveau que ce monsieur. Franchement, non. Tu es au même niveau que René Maran, auteur de Batoila, unique prix Goncourt noir de peau de France. Il y a cela 100 ans, 21. 100 ans cette année. Encore, il y a une préface qui est extraordinaire parce qu'il s'adresse à ses frères. Ses frères qui sont des intellectuels. Pour qu'ils n'acceptent pas ce qui se passe en Ubangui-Chari. En Ubangui-Chari, République centrafricaine aujourd'hui. Oui, mais au fond, ce qui se passe en Afrique et qui soumet une population qui ne demande qu'à vivre autre chose. Oui, René Maran, voilà. Mais aujourd'hui, on parlera de Brûlant été. Pour René Maran, le 6 mai prochain, je souhaiterais que toi et moi on fasse un truc pour lui rendre hommage. Ça bien volontiers. Voilà. Car pour moi, tu es de la trempe de René Maran. C'est moi qui le dis. Bon, on ne va pas finir cette partie football sans parler d'un footballeur que tu as certainement aussi côtoyé en 81. Il s'appelait Jean-Louis Mama. Et c'est mon cousin. Ton cousin? Oui. Oh, c'est pas possible. Si. Est-ce que je peux te toucher pour avoir un peu de Jean-Louis Mama? Ça te touche un peu. Parce que ce type, pour moi, est le meilleur footballeur, le footballeur le plus technique que j'ai vu au monde. Ce qui faisait balle au pied, je te jure, Pierre, Maradona ne pouvait pas le faire. Ils avaient à peu près le même gabarit. Oui, même taille, même gabarit. Ma jambe, il te mettait un ballon ici, il te dit, allez, je vais mettre ça là-bas, un coup franc. Vous allez tourner là, il brosse au ballon, ça va tourner, contourner la barrière, ça va le trouver là. Pendant que vous cherchez le ballon, il brosse, ça rentre là. Oui, c'est vrai. Parle-nous de ton Mama Jean-Louis un peu. D'abord, parmi ceux qui m'ont ridiculisé, je dois le compter du nombre. Pas avec un plaisir, vous l'imaginez bien, parce que je jouais dans le Dragon de Douala et nous avons rencontré le Tonnerre de Yaoundé. Eh bien, les affaires de famille n'avaient plus cours. Non, ça attendait dans les vestiaires. Oui, ça attendait dans les vestiaires. Et je dois dire qu'il a fait quelque chose. Et merci, monsieur l'arbitre, parce qu'on les conspue généralement. Il m'a fait quelque chose, et l'arbitre, je dois le dire aujourd'hui, mais je n'étais pas peu... Mais j'étais en colère de l'humiliation. J'ai dû balancer le pied, je ne sais pas comment. Et l'arbitre a considéré que c'était Jean-Louis qui m'avait heurté. Donc, pour une fois, j'ai triché, je demande... Non, mais c'était une humiliation incroyable. À tel point que ça s'était passé à une vitesse tellement hallucinante que l'arbitre s'est trompé en pensant que c'est lui qui
qui avait fait une faute sur moi. Et il a sifflé coup franc, alors que j'étais battu, foutu, ridiculisé. Et il n'a pas protesté. Il a souri quand je l'ai regardé. Lui, il riait toujours, maman. Il a souri et je me suis dit, voilà. Le frère sait que l'arbitre il a secoué la tête, il n'a pas protesté. Je vais te dire un truc. Roger Mille a fait quelque chose de Mama Jean, lui, en Coupe du Monde 90. Passe de Milaï contre lui, il récupère le Aïma. Oui, c'est ça. Ça, c'est du Mama Jean. Oui. Et ils étaient très amis. Donc, je suis sûr qu'ils se sont répétés ça ensemble. Mais ça me rappelle Isaac Mbete aussi. Quand même, oui. Donc voilà, il fallait lui rendre cet hommage à Mama Jean, lui qui... Et à Dalbert aussi, Mangamba. Mangamba Dalbert. De ces techniciens d'une finesse. Et puis on a eu quand même le docteur. Ah oui. Oui, docteur Abega. Mais il n'était pas dans cette... Il n'était pas dans l'humiliation. Oui, il était technique. Abega, mais il n'était pas dans l'humiliation. Mama, il jouait avec toi. Jean-Marie, oui, dans un petit périmètre, tu devenais fou. Bon, il avait quand même le temps d'aller te déposer. Vous oubliez Ndoga. Doga, c'est lui Paul ou Doga? Oui. Mais bon, pas... Non, mais quand même, il était d'une autre trempe. Celui qui m'a marqué, c'est Mama Jean. Il était d'une autre trempe. Son problème, c'était le souffle. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais le peu qu'il pouvait passer sur un terrain, mais vous maudissiez la terre entière quand vous l'aviez comme adversaire. Je me demande comment les défenseurs qu'il a humiliés, je pense... Pardon. J'en perds mes moyens tellement le souvenir de je pense à leur nuit, qui devait être épouvantable. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de cette nature sans après vous poser des questions et sur votre existence et sur celle à venir, sur les ancêtres qui ont tout mis dans de seules mains. Et non, vous questionnez le droit, l'amour du Créateur. Non, c'est impossible. Tellement sur un terrain, il faisait ce qu'il voulait du ballon. Il y a eu lui et peut-être Ronaldinho. Oui, Ronaldinho qui se rapprochait un peu. Mais il n'était pas humiliant. Lui n'était pas humiliant. Mama Jean, lui, bon, c'est pas que l'homme en lui n'était pas humble. Non, il était humble. Mais sur un terrain de football, le génie était tel que pour lui, tout était facile. Est-ce que je le résume bien? Mais bien sûr, on n'avait pas le sentiment qu'il courait. Il ne courait pas. Non. Monsieur Moifo, puisqu'on parle de foot, il serait peut-être judicieux qu'on rende hommage au Norbert. Ah oui, Norbert. Décédé dans des conditions catastrophique. Oui, malheureusement abandonné à lui-même, comme beaucoup d'autres footballeurs camerounais qui, après leur carrière... Oui, il y a un autre international originaire peut-être du sud-ouest ou du nord-ouest qui nous a quittés aussi. Tato Stéphane, qui a été capitaine de l'équipe 90. Capitaine des Lions. J'évoquais à l'instant notre acropole ou le panthéon des Camerounais pour signaler combien ils ont laissé une trace. Et Tato était de cela. Chers téléspectateurs, on vous revient dans quelques minutes pour maintenant évoquer ce livre. A tout de suite. Vous êtes sur JMTV+.